Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le jeudi 6 février, il est l'heure de l'info. Nous vous donnerons les résultats des élections des membres de la Chambre d'agriculture sur notre territoire, en Meuse, Marne et en Haute-Marne. Les vice-présidents de la région Grand Est étaient en déplacement aujourd'hui en Haute-Marne pour échanger sur de nombreuses problématiques, nous étions sur place. Découvrez le château de Marbeaumont. Cet édifice vieux de 120 ans et bien connu des Barésiens est aujourd'hui devenu une médiathèque. En fin de journal et comme chaque semaine, Manon Collinet nous partagera ses idées sorties du week-end avec au programme ce soir le spectacle Cirque Africa qui était à Saint-Dizier. Mais tout d'abord, les résultats des élections 2025 des membres de la Chambre d'agriculture viennent d'être annoncés. Ces élections se tiennent tous les 6 ans et permettent de désigner les représentants du secteur agricole au sein des 88 chambres d'agriculture départementales et interdépartementales. Cet après-midi, nous étions à la préfecture de la Meuse, à Bar-le-Duc, pour suivre le dépouillement du département. C'est la liste de la FDSEA, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et des jeunes agriculteurs, qui est arrivée en tête avec plus de 44% des voix devant la coordination rurale et la confédération paysanne. Il récupère donc 13 sièges. Écoutez la réaction de Nicolas Perrotin, actuel président de la Chambre d'agriculture de la Meuse, au micro de Julien Debruyne. On n'est absolument pas surpris parce qu'on savait que dans un contexte extrêmement difficile pour l'agriculture, beaucoup seraient tentés par un vote contestataire, ce qui s'est confirmé effectivement aujourd'hui. Donc forcément un petit peu déçu parce que pendant 6 ans on a travaillé, on espère bien travailler demain pendant 6 ans et auprès des agriculteurs, et c'est d'ailleurs la ligne de conduite qu'on va avoir, c'est d'aller encore davantage sur le terrain pour travailler, écouter les agriculteurs, faire remonter leurs revendications, s'enrichir aussi des débats qu'on aura avec eux, et puis surtout derrière défendre la position de la Meuse, parce que l'enjeu de tout ça, c'est quand même un vote local, c'est de défendre la ferme Meuse au niveau national et au niveau régional. Premier défi, c'est que l'agriculture retrouve ses lettres de noblesse. L'agriculture, c'est les mamelles de la France, et il faut que ça le redevienne, parce qu'on a eu tendance à l'oublier, et donc ça doit devenir une priorité pour la France. Si on veut une agriculture forte, une agriculture qui renouvelle ses générations, une agriculture qui réussisse ses transitions, il faut du revenu. Donc on va se battre effectivement pour tout ça. Après la Meuse, direction la Haute-Marne. Et voici les résultats pour le collège numéro 1. Il s'affiche sur votre écran la liste commune à la FDSEA, au JA et à la FDPL, la Fédération départementale des producteurs de lait, est arrivée en tête avec 46% des voix. Il récupère donc 13 sièges et devance la coordination rurale et la confédération paysanne. Enfin, pour la Marne, la FDSEA et les JA, accompagnés du syndicat général des vignerons de la Champagne, sont arrivés largement en tête avec 89% des voix. Ils ont 30 sièges sur 33. Un article récapitulatif par département est à retrouver sur notre site internet puissancetélévision.fr. On clôture cette page agriculture pour ouvrir celle de la santé. C'était une visite attendue sur notre territoire, celle des vice-présidents de la région Grand Est. Ils étaient ce jeudi en déplacement en Haute-Marne pour rencontrer et discuter avec les acteurs locaux. Un des premiers thèmes abordés, la santé. Ce matin, Nadège Hornbeck, la vice-présidente chargée de la santé, était à Froncles au micro de Célia Richard. Écoutez. Nous venons de l'Université de Bourgogne. C'est à la maison de santé de Froncles qu'a commencé le déplacement en Haute-Marne de Nadège Hornbeck, vice-présidente de la région Grand Est, chargée de la santé, de la prévention et du handicap. L'élu est venu rencontrer le personnel et faire un état des lieux lors d'une visite du bâtiment. L'objectif de la journée, écouter et discuter avec les professionnels de santé locaux autour des problématiques sanitaires spécifiques de ce territoire. En Haute-Marne ou ailleurs, le bilan principal est finalement le même, les déserts médicaux s'étendent en ruralité. Tout le travail aujourd'hui est de trouver des solutions pour guérir le manque d'attractivité de ce secteur. Nous mettons tous en place des dispositifs pour essayer d'attirer des médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, dans les territoires. Au sein de la région Grand Est, les territoires ne se ressemblent pas forcément tous. Après, sur les enjeux de santé, nous sommes sur la même problématique de désertification médicale, et il s'agit de voir avec eux de quelle manière ils s'organisent et quelles solutions innovantes, si elles le sont, ils mettent en place sur le territoire, et de quelle manière aussi la région peut les accompagner dans les différents projets qui sont les leurs.
Vous l'avez entendu, Célia Richard était accompagnée de Gaël Bossu. Depuis sa construction au début du XXe siècle, le château de Marbeaumont a traversé les deux guerres et a été occupé par les Allemands. Ce bâtiment a été transformé en médiathèque ces dernières années par la ville de Bar-le-Duc. C'est aujourd'hui un endroit où il est encore possible de s'imaginer la vie d'autrefois. Léo Martin est allé sur place. Il domine Bar-le-Duc. De son balcon, on a une vue imprenable sur la ville. Cet édifice, bâti au début du XXe siècle, regroupe différents styles. De la Renaissance à l'Art Nouveau, c'est un ouvrage particulier. Devant la façade, certains détails attirent le regard, comme ces nombreux carillons sur l'une des tours de la face avant. Ce qu'il a d'exceptionnel et qu'on ne voit pas du tout, c'est que c'est un précurseur des charpentes métalliques. C'est-à-dire que sous cette ardoise, là, il y a donc des charpentes métalliques. Et ce qui est visible de l'extérieur de ce côté-ci, c'est cette superbe verrière qui a été restaurée il y a quelques années d'ailleurs. Un premier château avait été construit en 1866 sur le même emplacement, mais a été détruit pour donner cet édifice. Après l'occupation allemande, des écuries ont été brûlées, mais le château est resté intact. La mairie a récupéré ce bâtiment en 1946. Avant, Georges habitait à côté des lieux, il a pu l'admirer. Pour moi, c'est un immeuble assez exceptionnel. C'était rare qu'on pouvait construire encore au début du XXe siècle des édifices de cette qualité et de ce coût, et qui n'ont d'ailleurs profité à la famille qu'à peine un demi-siècle. Dans le château, les styles architecturaux se mélangent, d'une pièce à l'autre, rien ne se ressemble. Dans le hall d'entrée, une coupole et un balcon dominent les visiteurs. Ici, chaque recoin a un intérêt particulier. À l'époque de la famille Varin-Bernier, c'était la grande salle à manger. Donc on imagine une grande table là, et selon le nombre d'invités, il y avait possibilité d'ouvrir ou fermer ces portes à galandage. On est vraiment dans le modèle de la maison bourgeoise du 19e, et c'était ainsi dans toutes les maisons bourgeoises. Le bâtiment construit début 20e, mais on a tous les codes du 19e. Cet édifice a été le premier à accueillir certains objets du quotidien, des éléments qui sont désormais courants de nos jours. Le chauffage central, il y avait aussi ascenseur. Quand le château a été construit, il y a eu une grue hydraulique, c'était la première fois qu'on l'utilisait. Il a été le premier à avoir le téléphone à Bar-le-Duc. Enfin, toute la modernité, il l'a souhaité, mais la plus discrète, parce que ce bâtiment est vraiment le plus classique possible. L'étage était réservé aux chambres, mais aussi à ce balcon. C'est que les jours de réception, la famille pouvait se mettre à la rambarde et regarder les invités arriver. Et une fois tous les invités arrivés, descendre l'escalier et faire son entrée. On est aussi dans une pièce de théâtre, on est dans une mise en scène. Depuis 1990, la médiathèque occupe les lieux et permet aux lecteurs, mais aussi aux visiteurs, de découvrir cet édifice vieux de 120 ans. À l'occasion de la journée mondiale sans téléphone, voici notre chiffre du jour. 94%, c'est le nombre de Français qui ont un téléphone portable d'après l'INSEE. Un chiffre qui témoigne de la place incontournable qu'occupe notre smartphone dans le quotidien. Les journées mondiales sans téléphone portable se tiennent du 6 au 8 février. Lancée en 2001, cette initiative propose de réfléchir à notre usage du numérique et à l'impact des écrans sur nos habitudes. Car si le téléphone facilite bien des aspects de la vie quotidienne, il s'invite aussi dans des moments où l'on pourrait s'en passer. Selon l'INSEE, près de la moitié des Français ne le quittent jamais, même dans des situations d'intimité. Et tout de suite, nous retrouvons Manon Collinet pour les sorties du week-end.
Bonsoir Manon. Bonsoir Paul. Alors comme chaque semaine, tu vas nous partager les idées de sortie pour ce week-end et pour débuter, tu nous emmènes en musique à Vitry-le-François. Et pas n'importe quelle musique Paul, puisqu'il s'agit d'un hommage vibrant aux guitaristes. Fred Chapelier, Patrick Ronda et Pat O'May souhaitent au travers de ce concert exceptionnel partager leur amour de la guitare. Pendant plus de 2 heures, ils vont vous emmener dans un univers magique et unique. Et en première partie, vous retrouverez 3 jeunes musiciens troyens, les Younger Spirit. Rendez-vous vendredi à 21h et des places sont encore disponibles. Donc si vous voulez, vous pouvez vous rendre sur la billetterie. Toujours en musique, tu as un autre concert à nous proposer, mais cette fois à Saint-Dizier. Oui, à Saint-Dizier, Paul, et cette fois, on parle de jazz manouche avec Minor Sing. Depuis plus de 10 ans, le quartet joue dans les plus beaux festivals de jazz en France et en Europe. Il compte plus de 500 concerts et 4 albums à son actif. Et comptons tout de suite un extrait. Quelques places sont encore disponibles en billetterie Manon et ils seront au théâtre de Saint-Dizier ce vendredi soir à 20h30. On reste à Saint-Dizier pour un autre événement. Cette fois-ci, ce n'est pas une idée de sortie puisque c'était un spectacle et c'était hier soir. C'était hier soir, Paul. On reste à Saint-Dizier et pour autant, on part aussi un petit peu en Afrique avec le spectacle Cirque Africa qui avait lieu au Fuseau de Saint-Dizier. Ils ont offert au public bragard une immersion entre acrobatie spectaculaire et danse traditionnelle. Julien De Bruyne y était et il nous donne son avis. Regardez. Le Cirque Phoenix est heureux de vous présenter Cirque Africa, interprété par les étoiles du Cirque d'Éthiopie. Un voyage africain au cœur de la cité bragarde. Ce mercredi soir, le spectacle Cirque Africa présenté au Fuseau a offert une performance impressionnante. Les artistes ont exécuté des numéros acrobatiques remarquables, mêlant sauts périlleux, pyramides humaines et danse traditionnelle, captivant le public du début à la fin. Chaque mouvement, chaque figure semblait défier les lois de la gravité, avec une énergie débordante et une belle synchronisation. La mise en scène immersive a transporté les spectateurs au cœur de l'Afrique, avec des décors et des costumes évoquant la richesse culturelle du continent. Une ambiance envoûtante où les rythmes et les couleurs se sont mêlés, plongeant le public dans une expérience immersive. Cirque Africa poursuit sa tournée à travers la France. Les artistes partagent leur énergie, leur culture et leur passion avec un public toujours plus nombreux. Un public nombreux, c'est aussi ce que l'on souhaite au Festival du Jeu à Chamouillé, Manon. On l'espère, Paul, et c'est la 8e édition pour ce festival. Plus de 60 jeux sur place sont à retrouver pour les petits, mais aussi pour les grands, avec des jeux d'hier et d'aujourd'hui. Le tout en entrée libre pour que tout le monde puisse s'amuser. Alors, le festival se tiendra dans la salle polyvalente de la commune durant tout le week-end. Rendez-vous donc samedi de 14h à 23h et dimanche de 10h à 18h. On termine cette chronique avec un petit peu de sport, comme toujours, et cette fois-ci, le CVB 52. Et oui, une fois n'est pas coutume, Paul, les Chaumontais, premiers du championnat, reçoivent le Narbonne Volley, avant-dernier du classement au sein du complexe Palestra de Chaumont. Un match à retrouver samedi à 20h. Et pour le résultat du match, rendez-vous dans l'Infosport lundi soir avec Gaël Bossu. Merci Manon pour toutes ces idées de sortie. Merci à toi, Paul.
C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continue sur notre site internet et sur notre application. Excellente soirée et à demain. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.